17 octobre 1858, la plantation Thornton, Kentucky. La nuit s'ouvrit comme une page d'écriture sainte écrite en sang. La plantation Thornton se réveillerait sur un autel de sang, son patriarche éventré, son cœur une offrande macabre, consommée par ses propres fils désemparés. Ils dirent qu'aucun ange ne descendit, qu'aucune trompette ne sonna. Mais le jugement vint tout de même, porté dans les mains de Myriam. Elle n'avait que 42 ans, une esclave enchaînée, pourtant dans son silence brûlait le feu de 1000 psaumes non chantés. Avec un couteau de cuisine serré comme une croix inversée, elle marcha non comme chair, mais comme courroux. Cette nuit-là, elle ne plia pas, elle ne supplia pas, elle ne se repentit pas. Myriam frappa, et chaque coup tomba comme une écriture sainte trop longtemps niée. Ceci est la véritable histoire de Myriam, une esclave qui transforma cette nuit-là en une nuit de jugement, où la miséricorde fut enterrée et la justice portait son visage. Avant de continuer avec la vidéo, laissez un commentaire nous disant d'où vous venez et quelle heure il est chez vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La plantation Thornton, à la veille de cette vengeance impie, était un lieu d'une beauté trompeuse. Des collines verdoyantes, parsemées de rangées de tabac et de coton florissant, s'étendaient vers un horizon souvent peint des violets doux et meurtris d'un coucher de soleil du Kentucky. La maison principale, un grand édifice aux colonnes blanches, se dressait comme un dieu silencieux, ses fenêtres reflétant la lumière mourante avec un air de majesté bienveillante. Un observateur occasionnel, passant sur la route poussiéreuse, n'aurait pu voir que la prospérité, l'ordre et le rythme tranquille d'un monde en paix avec lui-même. Le doux parfum du magnolia se mêlait souvent à l'arôme lointain et terreux des champs, et le doux mugissement du bétail était porté par la brise. C'était une image du charme d'avant-guerre, un témoignage de ce que son propriétaire, maître Ezekiel Thornton, considérait comme l'ordre divin des choses. Mais sous cette façade baignée de soleil, la terre elle-même gardait des secrets, son sol imprégné non seulement de sueur, mais de larmes silencieuses. L'air ne bougeait pas cette nuit-là. Même les grillons retenaient leur chant, comme s'ils savaient que le sang allait parler. La grande maison, qui de l'extérieur scintillait comme une perle, était une coquille vide, remplie des échos de souffrances invisibles. Ses planchers polis avaient ressenti la trace de pieds nus pendant des générations, des pieds qui portaient des fardeaux bien plus lourds que n'importe quelle récolte. Les murs, épais de plâtre et de papier peint, avaient absorbé d'innombrables cris étouffés, les murmures de rêves volés et le goût métallique de la peur. Pour Myriam, qui connaissait chaque craquement et gémissement depuis 4 décennies, la maison n'était pas un foyer, mais une tombe. Et Maître Thornton, son gardien, était un corbeau charognard, perché au sommet d'un héritage en décomposition. Myriam était née dans ce monde, un bien meuble, dès son premier souffle. Sa mère, une ouvrière agricole nommée Sarah, était morte peu après la naissance de Myriam, la laissant être élevée par les femmes âgées des quartiers des esclaves. Dès son enfance, les mains de Myriam furent enseignées à servir. D'abord, à trier les capsules de coton, puis à frotter les casseroles, à baratter le beurre, à plumer les poulets, à préparer le gibier, et finalement, à concocter des repas à partir de maigres rations pour les personnes mêmes qui la possédaient. Elle était cuisinière, son domaine la cuisine chaude et caverneuse, un lieu de fumée et de feu où le pain quotidien des Thornton était préparé. Ses mains, calleuses et fortes, connaissaient. Note le langage intime de la subsistance, mais elle connaissait aussi les cicatrices invisibles d'innombrables affronts, la brûlure de la canne du maître
et la froideur du dédain de la maîtresse. La vie à la plantation Thornton était un creuset à combustion lente, conçu pour briser les esprits et remodeler les volontés. Le soleil se levait, et avec lui, les longues journées de labeur commençaient. Dès les premières lueurs de l'aube, Myriam était dans la cuisine, attisant les feux, préparant les petits déjeuners élaborés qui orneraient la table des Thornton. Biscuits, sauces, œufs, jambon fumé, café. Un festin, tandis que les ouvriers agricoles recevaient une maigre ration de farine de maïs et de lard salé. Elle entendait les cloches, non comme un appel à la prière, mais comme une convocation à une servitude sans fin, un carillon incessant qui marquait les heures de son existence non libre. Elle regardait, invisible depuis la fenêtre de la cuisine, l'intendant, un homme nommé Silas, chevaucher à travers les quartiers des esclaves, son fouet, une cruelle extension de sa volonté. Le claquement de celui-ci, un son plus aigu que n'importe quel coup de tonnerre, était un hymne quotidien d'oppression. Le travail physique était incessant, mais c'était la déshumanisation systématique qui usait véritablement l'âme. Myriam se souvint qu'une fois, jeune femme, elle avait accidentellement brûlé une casserole de biscuits. Maîtresse Eleanor, une femme dont la piété était aussi fragile que son tempérament, avait giflé Myriam au visage, puis l'avait forcée à manger les miettes brûlées et amères, la regardant avec un éclat froid et triomphant dans les yeux. « Que cela te rappelle, fille ?» avait-elle sifflé, « ce qui arrive quand tu oublies ta place. » Myriam avait avalé la cendre, le goût de l'humiliation brûlant plus profondément que la brûlure. Un encart documentaire ici est crucial. Un témoignage d'un ancien esclave du Kentucky, enregistré en 1863, parlait d'une pratique courante où toute insolence ou inefficacité perçue était accueillie par une punition immédiate, souve, publique et disproportionnée. Le but n'était pas seulement la correction, mais la soumission absolue de la volonté. Myriam connaissait cette vérité dans ses os, chaque jour. Les registres, s'ils existaient, la listeraient simplement comme Myriam, cuisinière, valeur $900. Ils n'enregistreraient pas les innombrables repas qu'elle avait préparés, les maladies qu'elle avait soignées, les enfants qu'elle avait vus vendus. Myriam avait eu 5 enfants à la plantation, chacun une fleur fragile dans un champ d'épines. 3 avaient été vendus avant d'atteindre leur 10e année, arrachés de ses bras comme des branches arrachées d'un arbre. Elle se souvenait du vide douloureux, un espace creux dans sa poitrine, qui ne guérissait jamais vraiment. Le premier, un garçon nommé Samuel, vendu à un planteur de coton dans le Mississippi. La deuxième, une fille, Martha, prise comme domestique chez un cousin éloigné. Le troisième, un garçon fort, Caleb, envoyé avec un convoi en Louisiane. Chaque fois, le silence qu'ils laissaient derrière eux était plus assourdissant que n'importe quel gémissement, un témoignage d'une douleur trop profonde pour les larmes. Elle avait appris à enterrer sa tristesse profondément, sous des couches de stoïcisme, un bouclier nécessaire contre un monde qui cherchait à la briser. Mais quelque chose avait changé. Puis vint le catalyseur, un coup de foudre dans la tempête tranquille de sa vie. Sa plus jeune, Elara, était une brindille de fille, à peine âgée de 7 ans, avec des yeux qui contenaient de la lumière claire et brillante d'un matin de printemps. Elara était la dernière de Myriam, son dernier espoir fragile. Myriam avait enseigné à sa fille les chants secrets de la cuisine, la chaleur du foyer, la dignité tranquille du travail. Elle l'avait protégée des pires cruautés de la plantation, une mère oiseau essayant de cacher son poussin de l'ombre, faucon. Mais le faucon tournait toujours. Maître Thornton était d'une humeur particulièrement sombre depuis des semaines. Des rumeurs de mauvaises récoltes, de dettes qui s'accumulaient, avaient filtré à travers les quartiers des esclaves en chuchotements étouffés. Un après-midi d'août humide, après un dîner particulièrement somptueux pour quelques dignitaires en visite,
Maître Thornton convoqua Myriam au salon. Il se tenait près de la cheminée ornée, un verre de whisky ambré à la main, le visage rougi, les yeux froids et lointains. Maîtresse Éléonore était assise rigidement sur un canapé de velours, son ouvrage fermement serré, son regard fixé sur la grille vide. « Myriam, » commença Maître Thornton, sa voix d'un calme trompeur, « les temps sont durs, l'argent est serré. » Le souffle de Myriam se coupa. Elle connaissait ce préambule. Elle l'avait déjà entendu, trop de fois. Ses mains, habituellement si fermes, tremblèrent légèrement. « J'ai pris une décision, » continua-t-il, buvant une lente gorgée de son whisky. « Votre fille est Lara. Elle est de bonne taille maintenant. Forte et avec un joli visage. » Jeune maître Davis, de Lexington, l'a admirée. Il dit qu'elle ferait une excellente compagne pour la jeune fille de sa femme. Il a offert un prix équitable. Les mots frappèrent Myriam comme des coups physiques, chacun un coup de marteau contre son cœur. Et Lara. Pas Samuel, pas Martha, pas Caleb, mais Elara, sa dernière. Le monde sembla basculer. Le grand salon, le verre étincelant, le visage placide du maître, tout se dissout dans un tourbillon de stupéfaction et d'agonie. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Sa gorge était un désert. « Elle sera bien soignée », ajouta maîtresse Éléonore, sa voix dépourvue de toute empathie réelle, comme si elle discutait de la vente d'un port de prix. « C'est pour le mieux, Myriam. Elle aura de nouvelles opportunités. » Et de nouvelles opportunités. L'amère ironie brûla la langue de Myriam. De nouvelles opportunités pour une autre vie de servitude, une autre vie de souffrance invisible, un autre cœur brisé, tout comme le sien. Myriam regarda maître Thornton, le regarda vraiment, non pas comme son maître, mais comme l'architecte de son tourment perpétuel. Ses yeux ne contenaient pas une once de remords, seulement le regard calculateur d'un homme qui équilibrait ses comptes. Cette nuit-là, Myriam serra Elara contre elle dans la cabane exiguë, leurs corps pressés l'un contre l'autre pour la chaleur et le réconfort. Elara, sentant la profonde tristesse de sa mère, serra la robe usée de Myriam. « Maman, pourquoi pleures-tu » murmura-t-elle, sa voix une petite clochette dans l'obscurité suffocante. Myriam ne put répondre. Elle serra simplement sa fille plus fort, mémorisant la sensation de sa petite main, l'odeur de ses cheveux, le battement fragile de son cœur contre le sien. Elle savait, avec une certitude qui la glaçait jusqu'aux os, que c'était la dernière nuit. Le lendemain matin, Elara serait partie, emportée vers une autre plantation, une autre vie de désespoir silencieux. L'image du visage innocent de sa fille, sitôt à être marquée par la cruauté du monde, alluma un feu dans les entrailles de Myriam, une flamme froide et inflexible qui ne s'éteindrait pas. Ce fut le catalyseur. Ce ne fut pas un simple coup de fouet, pas une seule morsure de faim, mais la déchirure finale et irréparable de son âme. Elle avait enduré la perte de 3 enfants, le labeur sans fin, les brutalités occasionnelles, mais la vente imminente d'Elara fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le fleuve de son endurance avait enfin débordé de ses rives. Elle n'était pas brisée. Elle brûlait lentement de manière contrôlée, attendant. Le chagrin pour Elara ne la brisa pas. Il la forgea. Dans le creuset de cette nuit, Myriam se transforma. L'esclave, Myriam, la cuisinière Myriam, la mère Myriam, qui n'avait jamais connu que l'endurance, la survie, cessa d'exister. À sa place, une nouvelle entité émergea, une force silencieuse, un vaisseau pour une justice qui avait été refusée pendant des générations. Son cœur, jadis une source de chagrin tranquille, devint une forge où la vengeance fut trempée dans l'acier.
Myriam traversa les jours précédant le départ d'Elara comme un fantôme, son visage un masque d'indifférence habituelle. Personne ne vit la tempête gronder sous son extérieur calme. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque tâche, chaque hochement de tête subalterne, chaque pas silencieux était une pièce d'un plus grand dessein. Le couteau de cuisine, son outil le plus fiable, habituellement utilisé pour trancher les rôtis et éplucher les légumes, prit désormais une nouvelle signification, sinistre. Elle passa son pouce le long de son tranchant, sentant le fil aiguisé, une froide promesse. Elle commença à observer. Elle étudia les habitudes de Maître Thornton, le moment précis où il se retirait dans son bureau après le dîner, la façon dont il aimait son whisky, le soupir lourd et satisfait qu'il exhalait toujours avant de monter le grand escalier vers sa chambre. Elle nota les habitudes de sommeil de ses deux fils adultes, John Thornton et Thomas, tous deux le reflet de l'arrogance de leur père, sinon encore de sa pleine dépravation. John Thornton, un brute qui se prenait pour un gentleman, dormait profondément après une nuit de cartes et de boissons. Thomas, le plus jeune, avait le sommeil plus léger, mais était facilement bercé par le doux murmure de la nuit. Leurs chambres étaient adjacentes au deuxième état. L'esprit de Myriam, habituellement occupé par les recettes et les rations, complotait désormais avec la précision d'une stratège chevronnée. Elle connaissait la maison mieux que ses propriétaires. Chaque planche de plancher qui grinçait, chaque loquet desserré, chaque ombre projetée par le clair de lune à travers le grand chêne devant la fenêtre de la chambre du maître. Elle connaissait le rythme des rondes du veilleur de nuit, l'heure spécifique à laquelle les chiens des chenils s'endormaient profondément, le moment exact où le foyer sombrait dans son sommeil le plus profond. Ce n'étaient pas de simples observations, c'était l'Évangile selon Myriam, une écriture sainte pour la nuit qu'elle écrirait dans le sang. Le plan se forma avec une clarté terrifiante, sans hésitation ni doute. Il ne s'agissait pas seulement de tuer, il s'agissait d'une offrande, d'un acte profond de rétribution spirituelle qui transcendait la simple violence. Il s'agissait de couper la racine, d'empoisonner le puits, de s'assurer que le fruit amer de la cruauté de cette famille serait consommé par les siens. La phrase « couper le cœur de son maître et le donner à manger à ses fils » résonnait dans son esprit, non comme un murmure de folie, mais comme un impératif divin. Si vous écoutez toujours, écrivez « justice » dans les commentaires pour que je sache que vous faites partie de ceux qui ne détournent jamais le regard. La nuit du 17 octobre 1858 arriva fraîche et calme, une toile parfaite pour le terrible chef-d'œuvre de Myriam. Il n'y avait pas de lune, seulement un vaste ciel parsemé d'étoiles, comme si les cieux eux-mêmes détournaient leur regard. Elara avait été emmenée ce matin-là, ses pleurs encore une plaie à vif dans l'âme de Myriam, mais les larmes avaient cessé. Seul le feu demeurait. Myriam attendit dans la cuisine, la chaleur des braises mourantes, un réconfort familier contre la froide détermination dans son cœur. Elle polissait le couteau une dernière fois, sa lame luisante et terne dans la faible lumière. C'était un ami familier, désormais consacré à un dessein sacré, terrible. L'air était épais de l'odeur de vieille graisse et de fumée de bois, une odeur qui avait été la toile de fond de toute sa vie. Ce soir, ce serait l'odeur de la libération. Vers minuit, la maison était silencieuse. Le seul son était le tic-tac rythmique de l'horloge grand-père dans le couloir, comptant les instants jusqu'à une nouvelle ère. Myriam bougea. Elle ne courut pas. Elle ne se cacha pas. Elle marcha. Ses pieds nus ne firent aucun bruit sur les planchers usés de la cuisine, puis sur le bois poli et plus frais du couloir. Elle était une ombre qui se souvenait de chaque blessure, de chaque affront, de chaque larme. D'abord, le bureau du maître.
La porte était entr'ouverte, comme il la laissait souvent après une nuit tardive passée avec ses registres et son whisky. La pièce sentait le tabac rassis et la vieille monnaie. Myriam s'arrêta, son regard balayant les livres reliés en cuir, le lourd bureau en acajou, le portrait de Maître Thornton, la regardant d'un air suffisant. Elle se dirigea vers le bureau, ramassa une plume d'oie et la cassa en deux, un petit acte symbolique de défi avant l'événement principal. Puis, elle monta le grand escalier, chaque pas une prière silencieuse, chaque craquement du bois, un murmure des générations d'esclaves qui avaient parcouru ce chemin avant elle. Elle s'approcha de la chambre de Maître Thornton. La porte était légèrement entr'ouverte, un mince trait d'obscurité invitant. Il ronflait, un son guttural et insouciant qui emplissait la maison silencieuse. Myriam poussa la porte, se glissant à l'intérieur. La pièce était vaste, opulène. Un contraste frappant avec les quartiers exigus qu'elle appelait sa maison. Maître Thornton était étendu sur son lit à baldaquin, un roi dans son château de confort volé. Myriam se tint au-dessus de lui, le couteau tenu bas, son acier froid un poids dans sa main. Pendant un long moment, elle le regarda simplement. Cet homme qui avait tenu sa vie, la vie de ses enfants, dans ses mains insensibles. Toutes les années de souffrance silencieuse, d'indignité endurée, de chagrin enterré, s'étaient coalescées en ce moment unique et puissant. Son souffle était superficiel, son visage détendu par le sommeil. Il était absolument vulnérable, absolument inconscient. Dites-moi, auriez-vous fait la même chose si vous aviez vécu cette vie? Commentez oui ou non. Puis vint le moment où le silence se transforma en feu. Myriam leva le couteau. Sa main était ferme. Il n'y eut aucun tremblement, aucune hésitation. Elle plongea la lame profondément, non pas une fois, mais à plusieurs reprises, avec précision et sans merci, dans la poitrine d'Ezekiel Thornton. Il se débattit, un râle soudain et étouffé, ses yeux s'ouvrant en une terreur qui fut rapidement éteinte. Les draps devinrent détrempés par l'éclosion sombre et humide du sang. L'acte fut rapide, brutal, et sans un seul mouvement inutile. Le son de ses coups fut absorbé par les lourds rideaux, les tapis épais, l'air même de la pièce, ne laissant qu'un bruit sourd et rythmique que Myriam ressentait profondément dans ses propres os. Mais ce n'était pas seulement un meurtre, c'était le rituel. Avec une force née d'une colère pure et inaltérée, Myriam continua son travail. Elle découpa, avec les mains exercées d'un boucher, à travers la chair et l'os, ouvrant la cavité thoracique. L'air se remplit d'un goût cuivré, épais et viscéral. Elle plongea la main à l'intérieur, ses doigts se refermant sur l'organe qui, si longtemps, avait pulsé du sang vital de son oppresseur. Elle sentit sa chaleur, sa texture. D'une dernière traction délibérée, elle le sépara. Le cœur de Maître Thornton, encore légèrement chaud, reposait dans sa main, un trophée, une offrande. Elle enveloppa le cœur soigneusement dans un drap de lin tiré d'une commode voisine. Puis, elle se dirigea vers la cuisine, ses pas toujours silencieux, son but clair. Elle alla au foyer, attisa les braises et plaça une poêle sur la flamme. L'odeur de la viande qui cuisait se mêla bientôt à l'odeur du sang, une symphonie macabre dans la maison silencieuse. Elle regarda le cœur grésiller, le retournant jusqu'à ce qu'il soit cuit, rendu, prêt. Avec le cœur cuit sur un plat, Myriam remonta l'escalier. Cette fois, sa destination était les chambres de John Thornton et Thomas. Elle ouvrit d'abord la porte de John Thornton. Il gisait dans une stupeur éthylique, une bouteille de whisky à moitié vide sur sa table de chevet. Myriam se plaça à ses côtés,
le secouant doucement, mais avec une force sous-jacente qui frôlait la violence. « Réveillez-vous, jeune maître, » murmura-t-elle, sa voix rauque et sèche, dépourvue de sa servilité habituelle. « Votre père vous a préparé un repas spécial. » John Thornton remua, gémissant, les yeux embués. « Myriam, mais qu'est-ce que... Quelle heure est-il ?»« L'heure de votre héritage, » répondit-elle, son visage un masque d'un calme impénétrable dans la faible lumière des étoiles qui filtraient par la fenêtre. « Ah !» le tendit le plat. « Mangez. » Il plissa les yeux vers la viande sombre et brillante. « Qu'est-ce que c'est? C'est du porc? Je n'ai pas faim. »« C'est le cœur de votre père, » déclara Myriam, sa voix plate, inébranlable. « Et vous le mangerez, chaque bouchée. » Un frisson, plus froid que n'importe quel vent d'hiver, traversa John Thornton. Ses yeux se focalisèrent, s'écarquillant d'horreur à mesure que les mots s'enregistraient. Il vit la mâchoire grimée et inflexible de Myriam, l'éclat dans ses yeux qui n'était pas de la folie, mais une terrible, ancienne détermination. Il tenta de crier, mais Myriam lui posa une main sur la bouche, pressant le couteau sur sa gorge, traçant une fine ligne de sang. « Mangez » répéta-t-elle. Il s'étouffa, se débattit, mais la peur était absolue. Myriam lui força un morceau du cœur cuit dans la bouche. Il eut des hauts le cœur, mais elle le retint, immobile, jusqu'à ce qu'il avale. Puis un autre morceau, et un autre. La terreur dans ses yeux était un festin pour l'âme de Myriam, une sinistre satisfaction qui s'installa profondément en elle. Il pleura, il eut des nausées, mais il mangea. Lorsque John Thornton eut consommé sa portion, Myriam le quitta, haletant, tremblant, vomissant, le visage vert pâle. Elle se dirigea vers la chambre de Thomas, répétant le rituel. Thomas, plus jeune, plus sensible, était plus facile à briser. Il vit le sang sur ses mains, le calme mortel dans ses yeux, le plateau horrible. Il ne lutta pas autant, mais sanglota doucement, alors qu'il était forcé de consommer l'offrande ultime. Le rapport du coroner décrivit plus tard les blessures sur le corps d'Ezekiel Thornton comme au-delà de toute reconnaissance, se concentrant principalement sur la cavité béante dans sa poitrine. Il noterait également la présence de matière organique non digérée dans les estomacs de ses fils, matière qui défierait l'identification, mais qui hanterait à jamais les hommes qui avaient été forcés de la consommer. Personne ne comprendrait jamais la pleine et macabre étendue de la vengeance de Myriam, mais les murmures commenceraient. L'aube se leva sur la plantation Thornton, rouge et meurtrie, peignant le monde dans des teintes de sang et de chagrin. La maison, habituellement animée par les sons du matin, était étrangement silencieuse. C'était une maison des morts, un monument à une nuit de jugement. Myriam sortit de la maison principale, laissant le couteau sur la table de la salle à manger polie, une déclaration silencieuse. Elle ne s'enfuit pas. Elle ne se cacha pas. Elle marcha simplement vers les quartiers des esclaves, sa tâche accomplie. Ce fut Silas, l'intendant, qui découvrit le carnage. Ses cris déchirèrent le calme matinal, brisant l'illusion de paix. Myriam fut trouvée assise sur le porche de sa cabane, les mains propres, le visage impassible. Elle n'offrit aucune résistance lorsque les hommes armés vinrent la chercher. Ses yeux, cependant, contenaient un triomphe lointain et indéchiffrable. L'arrestation fut rapide. Le procès, une mascarade grotesque, encore plus rapide. Aux yeux de la loi, elle était une propriété qui avait détruit d'autres propriétés et assassiné ses propriétaires.
Il n'y eut aucune défense, aucune miséricorde, aucune reconnaissance des décennies de souffrance qui l'avaient mené à ce point. Myriam resta silencieuse tout au long de la procédure. Son regard fixe, son regard cependant contenait un triomphe lointain et indéchiffrable. Blais, un feu tranquille et inflexible qu'aucune chaîne ne pouvait éteindre. Les hommes, endurcis par des années de gestion d'esclaves insubordonnés, se trouvèrent étrangement déconcertés par son calme. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement une paix profonde, presque sacrée. Silas, le visage encore pâle de choc et de répulsion, ne put que balbutier. « Myriam, qu'avez-vous fait ?» Elle le regarda simplement, ses lèvres immobiles, comme si ces mots étaient un vent insignifiant. Le silence qui suivit était lourd, empli d'horreur inexprimée. Les autres esclaves, sortant lentement de leur cabane, se tenaient dans un tableau silencieux, leur visage un mélange de terreur et d'une lueur indéchiffrable, peut-être une compréhension naissante, une admiration grandissante. Ils ne parlaient pas, ne bougeaient pas, mais leur immobilité collective était un puissant témoignage. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'était l'étendue complète de l'horreur. Seulement que quelque chose de monumental avait changé dans l'équilibre cosmique de la plantation. Myriam fut ligotée avec une corde rude, ses mains liées derrière le dos, ses pieds enchaînés. Ils la menèrent loin des quartiers, passant devant les champs où elle avait vu ses enfants travailler, devant la maison principale, maintenant un témoignage silencieux de sa colère. Elle marchait avec une dignité qui défiait ses liens, la tête haute, le regard fixé sur le soleil levant. Ce n'était pas une marche de honte, mais une procession, une dernière marche défiante. Le voyage jusqu'au chef-lieu du comté fut un flou de poussière et de tintements de chaînes. Myriam fut exhibée à travers la petite ville, un spectacle pour les curieux, les horrifiés, les indignés. Des murmures la suivaient, s'amplifiant à chaque pas. La cuisinière, chuchotait-il, a tué son maître. Mais il y avait un détail que personne n'aurait pu prédire. Les murmures, bientôt, porteraient la vérité pleine et macabre. Le procès fut une mascarade, un simulacre théâtral de justice destiné à maintenir l'ordre établi. La salle d'audience, une petite pièce étouffante à la peinture écaillée et aux fenêtres poussiéreuses, était bondée. Des hommes blancs, planteurs, marchands, citadins, remplissaient les bancs, leurs visages sombres, leurs yeux brûlants d'un mélange de peur et de colère vertueuse. Quelques femmes, voilées et chuchotantes, étaient assises à l'arrière. Aucun visage noir n'était autorisé à l'intérieur, sauf Myriam elle-même, une figure silencieuse et défiante au banc des accusés. Le juge, un homme corpulent au visage rubicond nommé juge Abernathy, présidait avec un air d'autorité lasse. Ses prononcements étaient tranchants, son regard inébranlable, mais même lui semblait reculer devant l'énormité du crime mis à nu. L'accusation, un jeune avocat ambitieux nommé M. Sterling, dépeignit Myriam comme une sauvage, une bête ingrate, une menace pour le tissu même de leur société. Il parla d'elle comme d'une propriété en déroute, une créature dépourvue de sentiments humains, une sombre tache sur l'honneur du Kentucky. Silas témoigna, sa voix encore tremblante, racontant la scène macabre, le corps mutilé de Maître Thornton. Ces paroles furent ponctuées de halètements de la foule. Puis vint le témoignage de John Thornton et Thomas. C'étaient des figures spectrales, pâles et émaciées, leurs yeux creux, hantés par l'acte indicible qui leur avait été imposé. John Thornton pouvait à peine parler, sa voix un murmure étouffé alors qu'il racontait le commandement glaçant de Myriam, la consommation forcée
de ce qu'elle prétendait être le cœur de son père. Il eut des hauts le cœur à la barre des témoins, un son brut et viscéral qui résonna dans la salle d'audience silencieuse. Thomas, également traumatisé, ne put que hocher la tête, les larmes coulant sur son visage, confirmant le ré, site horrifiant de son frère. L'image des deux fils, jadis si robustes et arrogants, maintenant brisés et consumés par leur cannibalisme forcé, était une puissante et écœurante accusation de la vengeance de Myriam. L'avocat commis d'office de Myriam, un avocat âgé et réticent nommé M. O'Malley, n'offrit aucune réelle défense. Il ne le pouvait pas. Les faits étaient trop flagrants, les témoignages trop accablants. Il se tint simplement là, un homme vaincu, et offrit une demande de clémence superficielle, citant les longues années de service de Myriam, son statut de mère. C'était un geste creux, inouï dans un tribunal qui ne la voyait pas comme une femme, mais comme une propriété criminelle. Myriam, tout au long de ce cirque juridique, resta un pilier de pierre. Ses yeux, profond bassin d'eau sombre, ne reflétaient rien, ne révélaient rien. Elle n'offrit aucune confession, aucune plaidoirie, aucun mot de regret. Son silence n'était pas une reddition, c'était une tempête attendant la déchirure dans le ciel. C'était un silence plus aigu que n'importe quelle lame, un silence qui en disait long sur une vérité que le tribunal refusait de reconnaître. Elle ne défendit pas ses actions parce que, dans son propre cœur, elles n'avaient pas besoin de défense. Elles étaient simplement, irrévocablement, justes. Un encart documentaire noterait que, dans le sud d'avant-guerre, un esclave accusé d'avoir assassiné une personne blanche, en particulier son maître, n'avait pratiquement aucun recours légal. La défense était souvent symbolique et les condamnations étaient rapides et absolues, conçues pour renforcer la structure de pouvoir brutal de l'esclavage. Le procès de Myriam ne portait pas sur la culpabilité ou l'innocence, mais sur la réaffirmation du contrôle et l'instauration de la peur. Le verdict fut une conclusion inéluctable. Coupable. La voix du juge, bien que solennelle, contenait une note de finalité qui sonnait comme un glas. « Myriam », entonna le juge Abernathy, son regard inébranlable, « pour le meurtre odieux et indicible de votre maître, Ezekiel Thornton, et pour les actes dépravés et contre nature commis contre ses fils, ce tribunal vous condamne à être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Que Dieu ait pitié de votre âme. » Myriam rencontra son regard, non pas avec défi, mais avec une compréhension presque sereine. Ses lèvres, pour la première fois dans la salle d'audience, s'entr'ouvrirent légèrement. Un sourire faible, presque imperceptible, effleura leur commissure, un fantôme de sourire, énigmatique et glaçant. Ce n'était pas un sourire de joie, mais d'accomplissement profond, comme si une prophétie longtemps attendue s'était enfin déroulée. Puis, elle ferma les yeux, acceptant son destin aussi calmement qu'elle l'avait livré. Les jours passés à la prison du comté contrastaient fortement avec l'opulence de la maison Thornton. Pourtant, Myriam y trouva une paix qu'elle n'avait jamais connue dans la servitude. La cellule était froide, humide et sentait le moisi et le désespoir, mais elle était la sienne. Pour la première fois de sa vie, elle était vraiment seule, libérée du regard constant de ses oppresseurs, libérée des exigences de la cloche, du fouet, de la cuisine. Elle mangeait les maigres rations sans se plaindre, dormait sur le lit de camp dur et écoutait les sons lointains de la ville sans intérêt. Ses pensées n'étaient pas de regret, mais du vent, du sol, de la rivière qui coulait devant la plantation Thornton. Elle imaginait Elara, où qu'elle fût, peut-être en sécurité, peut-être se demandant. Myriam savait que son acte, bien qu'il ne libérerait pas Elara, résonnerait. Ce serait une pierre jetée dans un vaste lac silencieux,
en voyant des ondulations loin et larges. Elle ne s'était pas sauvée elle-même, mais elle avait sauvé son âme, et ce faisant, elle avait peut-être offert une lueur de quelque chose aux autres. Elle n'était pas brisée. Elle brûlait, lentement, de manière contrôlée, attendant. Un soir, un jeune garde, nouveau à son poste, lui apporta son souper. C'était un jeune fermier, à peine 18 ans, le visage encore doux, les yeux empreints d'un mélange de curiosité et de malaise. Il posa le plateau, ses mains tremblant légèrement. « Myriam, murmura-t-il, sa voix à peine audible, pourquoi l'avez-vous fait ?» Myriam le regarda, le voyant vraiment pour la première fois. Il n'était pas un maître, pas un intendant, juste un garçon pris dans le mécanisme du monde. Sa voix, quand elle vint, fut un frôlement sec, un son rarement entendu. « Le cœur, dit-elle, sa voix basse, presque un fredonnement. Il se souvient. Chaque coup de fouet, chaque larme, chaque enfant vendu. La terre se souvient, le vent se souvient, et parfois les mains se souviennent aussi. Le garçon la fixa, hypnotisé, un frisson lui parcourant l'échine. Il ne comprenait rien, mais il comprenait tout. Il ne parla plus, quitta simplement la cellule, laissant Myriam à sa contemplation tranquille. Ces mots n'étaient pas une explication, mais un témoignage, un évangile murmuré dans l'obscurité. Le jour de l'exécution se leva clair et lumineux, une cruelle moquerie du sombre événement qu'il annonçait. Une potence avait été érigée à la lisière de la ville, une croix de bois austère contre le ciel pâle. Une grande foule s'était rassemblée, morbide curiosité, impatiente d'assister à l'acte final de ce terrible drame. Des calèches bordaient la route, des chevaux piaffaient d'impatience, et l'air était rempli d'une anticipation nerveuse. C'était un spectacle public, un rappel brutal de qui détenait. C'est le pouvoir et le prix ultime de la défiance. Myriam fut amenée, ses mains toujours liées, mais sa démarche était stable, sa tête haute. Elle portait une simple robe grossière, mais elle se déplaçait avec la grâce d'une reine, non d'une criminelle condamnée. Elle ne regarda pas la foule, ne rencontra pas leur regard de peur, de haine ou de pitié. Ses yeux étaient fixés sur l'horizon, sur la ligne lointaine où le ciel rencontrait la terre, une ligne qui semblait s'étirer à l'infini. Elle monta les marches de la potence avec un calme qui déconcerta même le shérif endurci. Le nœud coulant, une corde épaisse et grossière, fut placée autour de son cou. La cagoule, offerte par le bourreau, fut refusée d'un silencieux mouvement de tête. Elle voulait voir le ciel, sentir le dernier souffle du vent sur son visage. Son silence n'était pas une reddition. C'était une tempête attendant la déchirure dans le ciel. Avant que le levier ne soit tiré, Myriam tourna légèrement la tête, son regard balayant la foule, puis s'attardant un instant sur la lointaine plantation Thornton, une tache blanche contre les collines verdoyantes. Elle leva ensuite les yeux vers le vaste ciel indifférent. Un seul et profond souffle s'échappa de ses lèvres, une dernière offrande au monde. Et puis, la chute, le son de la corde qui s'étire, le silence terrible et soudain qui suivit. Myriam, l'esclave, la cuisinière, la vengeresse, était partie. Son corps se balança un instant, une dernière danse dans l'air du matin, puis l'immobilité. La foule se dispersa lentement, silencieuse, troublée. Le spectacle avait été vu, l'ordre rétabli. Mais quelque chose avait changé. Le silence que Myriam avait laissé derrière elle n'était pas vide. Il était rempli de murmures. De retour à la plantation Thornton, les conséquences étaient une plaie purulente. John Thornton et Thomas,
bien que vivants, étaient irrévocablement brisés. Le souvenir de ce qu'ils avaient été forcés de consommer hantait leurs heures de veille et leurs rêves tourmentés. La plantation, autrefois symbole de prospérité, semblait maintenant maudite. La terre, disaient-ils, refusait de produire comme avant. Les capsules de coton étaient plus petites, les feuilles de tabac maladives. Les esclaves, bien qu'en apparence obéissants, bougeaient avec une nouvelle et subtile défiance dans les yeux, une compréhension silencieuse que l'acte de Myriam avait irrévocablement modifié le paysage de leur souffrance. L'histoire de Myriam, bien que initialement supprimée et déformée par les autorités, ne put être contenue. Elle se propagea comme une traînée de poudre dans les quartiers des esclaves du Kentucky, puis à travers le sud, portée par les courants invisibles du vent, murmurée de cabane en cabane, de champ en champ. Ce n'était pas une histoire de meurtre, mais de châtiment mythique. Myriam, la cuisinière, devint une légende. Elle devint l'ombre qui marchait entre les mondes, l'esprit qui hantait les maîtres injustes. Son nom, Myriam, devint un mot de code, un hymne secret de défi. Les mères raconteraient à leurs enfants, à voix basse, l'histoire de la femme qui rendit le propre cœur du maître à sa descendance, non pas avec joie, mais avec un respect solennel. C'était un récit de pouvoir saisi, d'une dette payée dans le sang, un témoignage du fait que même les plus opprimés pouvaient trouver un moyen de riposter. Son acte devint un évangile murmuré, un sermon délivré sans mots, un avertissement sévère à ceux qui croyaient leur domination absolue. Les propriétaires d'esclaves, déjà craintifs de la rébellion, se retrouvèrent à regarder leurs cuisinières et domestiques de confiance avec une nouvelle et glaçante suspicion. Et y avait-il une Myriam dans leur propre cuisine, aiguisant son couteau, planifiant sa propre vengeance? La peur qu'elle instilla était une chose palpable, une graine de doute plantée profondément au cœur de l'institution de l'esclavage. Pour les esclaves, Myriam n'était pas une criminelle, mais une libératrice, une guerrière dans une guerre silencieuse. Sa vengeance était une fissure dans la façade de leur oppression, une petite étoile brillante dans la vaste obscurité. Il parlait d'elle avec révérence, comme si elle était une sainte, une martyre qui s'était offerte pour leur douleur collective. Ni Dieu, ni le ciel, ni les Écritures ne les sauvèrent. Cette nuit-là, la justice portait son visage. Son esprit, disait-il, errait toujours sur les collines du Kentucky, une gardienne silencieuse, un rappel que la terre se souvenait de chaque injustice, et parfois, la terre envoyait ses propres vengeurs. Myriam du Kentucky, l'esclave qui coupa le cœur de son maître et le donna à manger à ses fils, devint plus qu'une note de bas de page historique. Elle devint une force de la nature, une légende tissée dans le tissu même de la sombre histoire du Sud, un témoignage de la capacité indomptable de l'esprit humain, à la fois à la souffrance et à une justice profonde et terrible. Son histoire, un murmure glaçant à travers les générations, reste un rappel brutal du coût de la cruauté et du pouvoir durable d'une femme qui décida qu'une nuit ne serait pas un jour de conformité, mais un jour de jugement. Sa vengeance transforma cette nuit en une nuit dont on murmura pendant des générations, une nuit que le Sud n'oublia jamais. Son héritage, gravé non dans la pierre mais dans la mémoire et la peur, continue de résonner. C'est une histoire qui refuse d'être réduite au silence, un témoignage du fait que même dans les recoins les plus sombres de l'histoire humaine, la quête de justice, aussi brutale soit-elle, peut allumer une étincelle qui refuse de s'éteindre. Ceci est la véritable histoire de Myriam, une esclave qui transforma le 17 octobre 1858 en une nuit de jugement, où la miséricorde fut enterrée et la juste. Ice portait son visage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé.
N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire et de vous abonner pour plus de plongées profondes dans les histoires inédites qui ont façonné notre monde. Votre engagement nous aide à mettre en lumière ces récits vitaux. Et ainsi, le nom de Myriam, jadis un murmure de peur, devint un rugissement dans les annales silencieuses des opprimés. Son acte, une frappe unique et brutale contre l'édifice de la cruauté, brisa non seulement une famille, mais l'illusion du pouvoir absolu. Le sang qu'elle versa fut absorbé par le sol même qui avait été témoin de générations d'injustice. Et dans ce sang, une nouvelle graine fut plantée, une graine de mémoire défiante, d'une justice qui ne serait pas niée, même si elle devait être taillée dans le cœur de l'oppression elle-même. Son esprit, indompté et insoumis, devint le vent à travers les champs, portant les échos de sa vengeance, assurant que la plantation Thornton, et en effet tout le Sud, se souviendrait à jamais de la nuit où Myriam porta le visage du jugement. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous, aimez et partagez, pour que le silence de l'histoire ne gagne plus jamais.